Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir là, le reportage de Frédéric Hélion concernant cette conférence de presse. D'autres points ont été abordés. J'aimerais que l'on commence par le pouvoir d'achat, surtout en cette période où on a connu la crise sanitaire, la crise maintenant internationale. Que fait-on pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat ici à Monaco ? La première chose, évidemment, ça a été d'augmenter pour la fonction publique et pour la fonction hospitalière les salaires, avec une augmentation qui sera sur l'année de 6,7% pour la fonction publique et de 6,9% pour la fonction hospitalière, en sachant que en parallèle, nous avons mis en place le Ségur de la santé à l'hôpital qui porte ses fruits et qui a été, je crois, très très bien accueilli par les employés du CHPG. Pour les salariés du privé, comme vous le savez, l'évolution salariale est à la libre décision des employeurs. Pour autant, nous avons fait concrètement, nous avons pris 3 mesures. Nous avons décidé de revaloriser d'une part les allocations familiales avec une augmentation sur l'année qui sera effectivement de 6,18%, ainsi qu'une augmentation pour les retraités du point retraite de 5,33% sur l'année, ce qui est quand même un effort considérable. Concernant de façon plus générale les salariés, vous saviez qu'à l'occasion des négociations que nous avions favorisées entre les partenaires sociaux du secteur hôtellerie-restauration, nous avions mis en place une prime déchargée pour ce secteur d'activité. Nous avons élargi le dispositif à l'ensemble des salariés du secteur privé. Oui, c'est un avenant qui a été signé le 18 octobre, je crois. Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, mais toujours concernant l'hôtellerie et la restauration. Ça vient compléter les mesures concernant le pouvoir d'achat, puisqu'en fait, il s'agissait de publier de nouvelles grilles avec des minima salariaux qui permet effectivement de remonter les plus bas salaires. Il faut savoir qu'il n'y avait plus eu de publication de telles grilles depuis 1999. Et pour la petite histoire, elles étaient d'ailleurs en francs, avec d'ailleurs des grilles qui sont purement monégasques, puisqu'on est parti des grilles françaises, mais qu'on a supprimé dans certaines catégories professionnelles les premiers échelons, donc on démarre plus haut que les grilles françaises. Alors on parle en ce moment du régime monégasque complémentaire de retraite qui devrait voir le jour. Question toute naïve, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça va changer ? Très clairement, l'intérêt, c'est d'avoir un meilleur régime de retraite complémentaire. Alors un meilleur régime, ça veut dire d'abord un régime sécurisé. Et puis bien sûr, l'intérêt, c'est d'une part d'améliorer le montant de ces pensions de retraite complémentaire pour les salariés, et en même temps, du fait d'une meilleure gestion et d'une économie de moyens de par l'adossement de cette nouvelle caisse de retraite aux autres caisses de retraite monégasques, et donc d'une mutualisation des moyens de gestion, une diminution du taux de cotisation variable pour les employeurs. Donc à terme, moins de charges pour les employeurs, plus de bénéfices pour les salariés. Alors ce régime était pressenti pour 2023, il va y avoir du retard, ce serait plutôt prévu pour 2024. Qu'est-ce qui coince ? Alors, objectivement, 2023, c'était optimiste, dans la mesure où, pour sortir du régime de la Gérarco, il faut verser en fait une soulte. On va devoir payer une somme forfaitaire, et tout l'enjeu de la négociation, c'est d'étaler le paiement de cette somme sur le plus d'années possible, de façon à limiter les impacts sur la constitution et du fonds de réserve et du régime. On parle de quelle somme et comment va-t-elle être remboursée ? Vous l'avez évoqué. Alors, c'est une somme qui s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros. Un mot sur le fameux article 6 qui est souvent qualifié de licenciement sans motif. Des syndicats rêveraient peut-être même de le supprimer. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai eu des discussions tant avec l'USM qu'avec le F2SM. Aujourd'hui, ils se défendent de vouloir supprimer purement et simplement l'article 6. Ils veulent juste le modifier en obligeant à publier un motif. Bon, moi je pense que le problème n'est pas là, et à mon avis la meilleure solution, et on y travaille au niveau du département, c'est de déposer un projet de loi qui permettra la rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié. Ça devrait limiter le recours à l'article 6, ça permet de fixer un niveau d'indemnisation de licenciement correct, et puis surtout ça raccourcit les procédures et ça évite les recours. Donc je crois que la meilleure solution,
pour limiter une utilisation que certains peuvent penser d'abusive de l'article 6, c'est justement de mettre en place ce dispositif de rupture conventionnelle. Où en est-on de la convention de la sécurité sociale franco-monégasque? Je voudrais déjà que vous expliquiez la problématique aux téléspectateurs et où en est-on? Régulièrement est remise en question l'accès libre des assurés du 06 aux structures monégasques. En réalité, aujourd'hui, moi je considère que nous sommes dans un bassin de vie commun, qu'on ne peut pas considérer Monaco comme un petit îlot isolé du 06. Et aujourd'hui, la grande majorité des salariés de Monaco, la grande majorité des gens qui viennent à Monaco sont des gens qui résident dans le 06. Et moi, il me paraît inconcevable, même d'un point de vue médical, que l'on puisse refuser cet accès libre aux soins à ces gens avec qui, finalement, on partage une communauté de vie. Donc, je pense avoir développé à l'occasion de cette commission mixte et pour avoir eu un retour des autorités sanitaires françaises, des arguments qui ont porté... Ils ont le même point de vue que vous, ça convainc? Alors, il y a toujours le point de vue, je dirais, purement administratif, qui veut qu'on ne fasse pas d'exception. Et je crois qu'ils ont compris la particularité de notre situation géographique et de notre communauté de vie. Et je suis assez confiant sur le fait qu'ils n'aillent pas plus loin dans cette discussion. Puisque l'on parle de la santé, la qualité des soins et l'accès des soins, c'est une priorité pour vous, j'imagine? Moi, je veux réinvestir la ville. L'hôpital ne peut pas se substituer à la ville. Beaucoup de consultations n'ont pas vocation à être des consultations hospitalières. Je crois que les consultations hospitalières doivent se réserver à un certain niveau de difficulté. Et que la plupart du temps, le suivi, je dirais, habituel de certaines pathologies relève de la médecine de ville. Donc moi, comme d'ailleurs l'a exprimé récemment Jean-Michel Cuqui dans une interview en tant que président de l'Ordre, il faut réinvestir la ville, il faut trouver des solutions pour favoriser l'installation. Comment peut-on faire, justement? Alors, on réfléchit au niveau du gouvernement avec mes collègues, notamment à mettre à disposition des plateaux pour accueillir ces praticiens. Médecins, des bureaux, médecins, des cabinets? Des cabinets, oui, bien sûr. Hein, vous savez que les médecins en ville peuvent s'installer dans les locaux d'habitation, ce ne sont pas des locaux commerciaux. Hein. Et donc on a, depuis quelques années, eu une politique de destiner ces logements à des activités de bureau ou à des professions libérales. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est d'arriver à ce que des spécialités qui ne sont plus représentées en ville et qui le sont éventuellement insuffisamment. Je pense à la pédiatrie notamment, hein, qui est un vrai problème. Je vois aussi les difficultés que certaines jeunes femmes ont à trouver un gynécologue aujourd'hui. Beaucoup des spécialistes déjà installés sont saturés, ne prennent pas de nouveaux patients. Donc il y a un certain nombre de spécialités comme ça où vraiment on a besoin de nouveaux praticiens. Dernière question, on en parle moins, c'est rentré un peu dans nos mœurs, dans nos habitudes. Qu'en est-il de la Covid-19 ? Comment le gouvernement se prépare peut-être pour l'hiver? Où en est-on de cette Covid? Aujourd'hui, la situation est plutôt rassurante. Hein, nous avons une petite vaguelette là récemment, mais je ne prendrai pas de mesures contraignantes et surtout, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.